surtout la détection directe des matières sombres galactiques avec différents détecteurs. Actuellement, elle travaille avec l'expériment Anaïs de détection des matières sombres avec une modulation annuelle. Un expériment réalisé en Aragon et par des personnels de l'Aragon. La matière sombre règne dans l'univers et domine le mouvement des galaxies. Mais on ne connaît pas encore quelle est sa nature. On espère que l'expériment Anaïs soit capable de nous donner des réponses. Les profs à l'université de Saragosse, depuis quelques années, elle considère que enseigner, c'est la meilleure chose du monde. Elle fait les cours de physique et c'est divulgatrice passionnée avec différentes initiatives. La nuit des chercheurs, chercheuses, les jours de la matière sombre, un groupe de monologistes, etc. Le titre de sa conférence, c'est « Observer le vent des matières sombres depuis le tunnel de Canfranc ». La compréhension de l'univers c'est amélioré parce que les techniques observationnelles sont améliorées. On connaît à différentes distances et il y a différents messages qui sont arrivés. Toutes ces données appuient un modèle cosmologique consistant, mais qui a besoin d'une quantité pas visible qu'on appelait traditionnellement matière sombre. Dans la présentation, elle va nous présenter quelques évidences expérimentales qui appuient l'existence de cette matière sombre et ce qu'on peut dire pour l'instant de sa nature. De la même façon, les efforts qu'on fait pour la détection sur les observatoires de Canfranc. Et à la fin, on va parler surtout de l'état de cette expérience Anaïs. C'est une expérience qui est dans l'étape de prendre des prises de données depuis 2017. Maria Luisa Salsa au carré, ça veut dire Maria Luisa Salsa avec vous tous. Bonjour, merci de me donner l'opportunité de vous raconter une partie de mon travail devant un auditoire des anciens intéressés et probablement vous pouvez savoir même plus que moi. À la présentation, on a dit que je vais parler d'un sujet très en relation avec l'astronomie et l'astrophysique depuis un point de vue différent. Je suis une physicienne de nucléaire et de particules. Ça veut dire dans un champ différent de l'habituel de l'astronomie. Réellement, quand on regarde l'univers, ce qu'on voit, c'est une quantité énorme d'informations. Des objets, quelques-uns incroyablement lointains, et qui était nécessaire de les comprendre avec les outils qu'on a de plus proches. Je vais voir comment on peut faire la connexion, la physique de plus petit, la physique des particules et la physique de l'univers observable. On a observé l'univers avec des instruments énormes. Les télescopes ont avancé au dernier siècle et ça nous a permis de voir des choses tout à l'heure invisibles. Ça, c'est une image du télescope Hubble. Ce que je vais essayer de transmettre au long de... C'est qu'on a observé un univers qu'on n'a jamais vu, mais l'univers, c'est encore un puzzle duquel nous n'avons pas encore tous les petites pièces. Et il y a même des pièces qu'on ne sait pas les mettre à sa place. J'ai trouvé une phrase de Sir John Archibald Wheeler. On habite dans une île entourée d'une mer d'ignorance. Donc notre côte d'ignorance, finalement, c'est encore plus loin. On sait beaucoup plus qu'on n'a su jamais, mais c'est beaucoup plus grand ce qu'on ignore. C'est pour ça que pendant mon exposé,
Je vais essayer de balayer les différentes évidences pourquoi on n'entend pas beaucoup la dynamique de certains systèmes de l'univers. Et quelques hypothèses pour les résoudre. C'est ce qu'on appelle la matière sombre. C'est là où on rentre le rôle des physiciens théoriques, nucléaires et des particules. Et comment on peut détecter ces matières sombres, ces matières qui n'est pas visible, qui n'apparaît pas de forme directe dans nos observations de l'univers. Et en particulièrement, je vais parler de l'expérimentation où je travaille, l'expérience Anaïs. Je vais passer une partie à l'expliquer. C'est une expérimentation sous le laboratoire de Canfranc. On étudie les vents de matière sombre. Bon, on va commencer pour regarder l'univers. C'est ça ce que vous faites dans la plupart des cas, la plupart de vous. Généralement, observer l'univers, c'est qu'on a parlé surtout de l'univers visible. Mais attention, visible, c'est tout simplement une première partie de ce qui nous arrive de l'univers. Visible, c'est ce qui est capable notre yeux de regarder. C'est vraiment très limité, un petit range de longueur d'onde. Et on sait que l'information va des sons des radios vers les rayons gamma avec des longueurs d'onde très très courtes. Même si nos yeux ne sont pas capables de voir l'univers comme ça, nous avons des instrumentations capables de regarder tout ça. Donc il y a tout un tas de télescopes capables d'observer en radio et même des rayons gamma dans l'espèce de satellites artificiels ou sur le sol. De cette façon-là, on fait des photos de l'univers dans toutes les différentes parties de longueur d'onde. Je vais les appeler photo-images, mais ce ne sont pas des couleurs réelles. Nos yeux ne nous permet pas de rajouter ces couleurs, mais nous avons des informations dans toutes les longueurs d'onde. Donc, quand je parlerai de quelque chose qui est visible, je vais parler de n'importe quelle longueur d'onde. Donc, on va un peu plus loin. Quelle est la partie de l'univers qui n'est pas visible pour nos télescopes? On va essayer de voir différentes parties, par exemple, de notre Soleil. C'est le satellite SOHO, une image dans le visible et l'ultraviolette. À gauche, une photo très différente. C'est une photo qui a été faite avec des neutrinos, des particules élémentaires qui sont produites dans le processus de fusion nucléaire qui se produit à l'intérieur du Soleil. Donc c'est aussi une photo du Soleil, mais l'information c'est complètement différent. C'est le même objet qui nous donne des informations totalement différentes. La photo semblerait très très mauvaise parce que c'est difficile de détecter les neutrinos, mais c'est une photo qui a coûté beaucoup d'années avec un détecteur très spécial, très particulier. C'est très différent de la photo de SOHO parce que dans la photo conventionnelle, la lumière n'est produite que dans la photosphère. L'intérieur du Soleil est opaque aux photons et on ne peut pas voir cet intérieur. Mais les neutrinos sont capables de traverser toutes ces matières. Pratiquement, il n'y a pas d'interaction avec la matière. Donc, ce qu'on voit dans cette image des neutrinos, on voit vraiment le centre. L'énergie produite dans l'intérieur du Soleil met décennies, des milliers d'années pour arriver à la photosphère et après que 8 minutes pour arriver vers nous, à la Terre. Donc cette photo, cette image a prouvé comment les étoiles marchent et ça nous a aidé à démontrer que les neutrinos sont formés là-bas. C'est une façon complètement différente d'observer les objets, il faut en profiter. Il y a des photos, on va voir si les photos sont compatibles à ce qu'on voit ou pas. À gauche, on voit les détecteurs capable de faire la photo des neutrinos. C'est enterré sous une mine au Japon. Il y a beaucoup d'autres façons d'observer le Soleil. On va observer le Soleil en regardant les planètes, sans regarder le Soleil. En regardant les planètes, on peut savoir que le Soleil est là. Si on voit la courbe de rotation des planètes autour du Soleil avec les vitesses des planètes du système solaire, en fonction de la distance, la taille de la planète
a très très peu d'importance, mais on voit une fonction très importante entre la distance de la planète et la vitesse. Et une loi assez simple à déduire avec les lois de Newton. Si on fait un bon ajustement de la courbe des rotations des planètes autour du système solaire, on sait qu'au centre, il doit avoir un objet et on peut savoir sa masse. Ça veut dire on peut peser, c'est une balance qui nous sert à savoir la masse du Soleil en observant les planètes. Ça, on peut le faire avec la gravitation universelle de Newton. Et ça nous dit l'importance de la gravité dans tous les mouvements des objets célestes. Donc le Soleil est nécessaire là pour expliquer ces mouvements. Newton et Galilée ont été fondamentaux pour expliquer tout ça. J'aimerais montrer la phrase de Galiléo de mesurer ce qui est mesurable. Et faire mesurable, c'est que pour l'instant, on ne peut pas mesurer. Il faut toujours chercher des façons de pouvoir mesurer quelque chose qu'on ne mesure pas aujourd'hui pour faire visible ce qui est invisible, faire mesurable ce qui n'est pas mesurable, c'est qu'on ne sait pas mesurer. Donc c'est un effort bâti sur ces pôles de géants, comme disait Newton. Quand on regarde plus loin dans l'univers et plus loin des systèmes solaires, avec les galaxies et spirales, on a un problème. La courbe qu'on a fait avec les planètes, si on l'a fait avec une galaxie, n'est pas coïncident. C'est pas coïncident avec ce qu'on voit dans la galaxie. La matière qu'on voit en forme des étoiles et des nuages de poussière et de gaz n'est pas capable de nous expliquer comment tous ces objets bougent. Donc la courbe n'est pas... Il y a une courbe qui est l'espérée en fonction de ce qu'on voit et pourtant ce n'est pas exactement comme ça. Donc la photo que dans le Soleil marche bien, gravitationnelle, ne fonctionne pas dans les galaxies spirales. Ça a été un problème assez important. Et Vera Rubin a mis en évidence tous ces mouvements avec un spectromètre. Et voilà, ils ont démontré que ce n'est pas un problème particulier d'une galaxie, c'est quelque chose qui arrive dans n'importe quelle galaxie. Si on fait des observations avec l'effet Doppler, on pouvait voir très rapidement les vitesses de rotation, même à distance assez éloignée. Donc ça, c'était la première piste pour dire qu'il y avait des problèmes dans notre compréhension des systèmes galactiques. Donc quand on ne comprend pas ce que les observations donnent, il faut se poser des questions. Est-ce que dans le passé, il y a eu des situations similaires à ça? Et la réponse, c'est que si. Même si on revient à notre système solaire, pendant beaucoup années, l'orbite d'Uranus, on ne pouvait pas l'expliquer. Il y avait des instabilités qu'on ne comprenait pas. Jusqu'à l'apparition de Neptune. Neptune, c'était invisible à ce moment-là. Donc Neptune, on l'a rencontré après que plusieurs calculs mathématiques, par exemple de Leverrier, on a mis une masse à un endroit et dès qu'on a pointé là-bas, on a fait visible ce qui était invisible. Ça veut dire en profitant d'une observation dynamique dans notre planète, on pouvait observer quelque chose qui était invisible à ce moment-là. Il y a aussi un autre exemple. Très peu après, on a observé une anomalie dans la position de la précession de périhélie de Mercure, qu'on n'était pas capable d'observer, de comprendre avec les lois de Newton. À ce moment-là, on a décidé de chercher une autre planète, les Vulcanus. On a commencé à chercher Vulcanus, mais finalement, on n'a pas trouvé. C'est vraiment quand Einstein a revu la mécanique de Newton et a proposé une nouvelle théorie, la relativité générale, explique parfaitement l'orbite de Mercure et comment ces périhélies. Donc,
on peut voir comment des problèmes similaires ont des explications complètement différentes. Dans notre cas, le problème des galaxies, est-ce qu'il faut modifier les lois de la gravitation ou est-ce qu'il y a une matière qu'on ne voit pas, qui ne fait pas dans les photos, mais qui fait tourner les galaxies de façon. Pour l'instant, on n'a pas la réponse. On est en train de chercher et je vais parler surtout de la deuxième hypothèse. Le fait d'avoir une matière qu'on ne voit pas, mais à côté, il y a d'autres physiciens théoriques qui cherchent des dynamiques modifiées, des gravitations modifiées pour essayer de comprendre mieux l'univers. Moi, personnellement, je ne connais pas quelle est la bonne réponse. Je ne sais pas si notre génération sera capable de le voir, mais il faut avancer la recherche dans les différentes options. Donc, dans l'hypothèse que vraiment, dans les galaxies, il y a une quantité importante de matière qu'on ne voit pas, et en forme de ce grand halo galactique et qui c'est une quantité vraiment énorme, beaucoup plus importante que ce qu'on voit. Je vais me placer dans cette hypothèse. Cette situation n'est pas uniquement dans les galaxies. Ici, on va à Fritz Zwicky, c'est un astronome qui a déjà étudié les amas galactiques. Les amas galactiques dans lesquels on a identifié ces problèmes dans les années 30. L'amas de Coma, quand on étudiait les vitesses de dispersion des galaxies dans l'amas, et on les comparait avec la masse, les galaxies bougeaient trop rapidement pour le potentiel gravitatoire qui était capable d'expliquer. Ces problèmes, on pouvait les... Voilà, là il y a le cumul, l'amas d'Hydra, et ce qui est en rose, c'est un rayon X, et on voit l'énorme quantité de gaz chaud à l'intérieur de cet amas galactique, à température de millions de degrés Kelvin. Un gaz chaud, on sait bien qu'est-ce qui se passe, mais c'est à peu près comme un fluide qui prend forme sans avoir un récipient. Donc c'est difficile d'expliquer ça. Il faut expliquer, il faut qu'il y ait une matière autour qui sert de récipient pour éviter que ces matières puissent échapper de notre amas galactique. Donc les observations ont besoin de quelque chose de plus. C'est comme la cocotte minute, mais on voit l'intérieur, mais on ne voit pas la cocotte physiquement. Donc les problèmes des amas galactiques devraient avoir disparu il y a longtemps, mais pourtant ils sont là. Les amas galactiques, on a su calculer la masse de cet amas galactique de différentes façons. Par exemple, là, il y a une façon de le faire grâce à la déviation de la lumière qui va des objets qui sont derrière cet amas galactique. Donc, en fonction de la déviation de cette image, on voit des images dans des positions qui ne sont pas dans les vraies positions. On voit des anneaux d'Einstein autour d'une galaxie très très massive, mais c'est une image déformée d'une galaxie qui est derrière par l'effet de lente gravitatoire. C'est un effet qui nous permet de savoir vraiment quelles sont les masses interposées en fonction de la forme qui prend cette image de ces objets qui sont derrière. Cet effet de lentille gravitationnelle nous a permis de mesurer des masses. Un exemple là-bas, dans cette image du Hubble, il y a beaucoup de structures plus ou moins allongées. On peut vérifier que c'est la même galaxie, ça veut dire les mêmes objets, mais on peut calculer quelle doit être la masse de cet amas galactique pour pour montrer cette image. Donc on sait que les amas galactiques ont beaucoup plus de masse que ce qu'on voit. Si on ne la voit pas, comment on peut dire qu'est-ce qu'il y a? Donc, c'est un peu trouver l'homme invisible.
on a l'intuition qu'il est là, on détecte ces effets, mais on ne les voit pas. Dans la physique, il y a quelque chose qui nous a aidé beaucoup, c'était de casser et diviser en différents morceaux ce qu'on veut étudier. Donc les physiciens des particules, ce qu'on a fait normalement, c'est faire des chocs, faire choquer les particules et détecter, former de nouveau. Et dans les grands accélérateurs de particules, on fait comme ça, on fait les chocs et on regarde qu'est-ce qui arrive. Et comme ça, on a découvert beaucoup de particules nucléaires. On apprend beaucoup, mais pour l'univers, ça ne fonctionne pas parce que dans l'univers, on ne contrôle pas. L'univers est là, on l'observe. On ne peut pas faire choc. On est un peu en fonction de ce que l'univers va nous montrer. On va observer une quantité importante d'objets et on va essayer de voir des informations. Et c'est pour ça que, voilà, maintenant on va voir par exemple comment c'est la dynamique de quelques amas galactiques. Dans cette observation, on peut voir comment les galaxies dans les visibles en rose, en rayon X et en bleu, c'est la photo en fonction de l'effet de l'anti gravitationnel où est la plupart de la masse. Et tous ces masses ne sont pas coïncidents. La distribution des masses, c'est vraiment très différent. Ça, on peut l'expliquer avec une simulation. On va imaginer qu'il y avait deux amas, un plus grand et l'autre plus petit, et à un moment donné, ils étaient suffisamment proches et ils sont collisionnés. Et pour que le résultat final soit comme l'image à gauche, il faut que dans les amas, il doit y avoir deux matières différentes. La matière, on va dire normale, les gaz chauds qui fait des interactions, quand ils font des échangements d'énergie et de moments d'énergie, donc ça reste là parce ça perd de l'énergie. Mais s'il y a une matière qui n'a pas d'interaction, qui passe d'un côté à l'autre sans effet, on verra que les distributions des masses des deux amas vraiment sont passées l'un de l'autre comme des fantômes, mais ils sont passés pratiquement sans modification. Pour l'instant, c'est la seule explication qu'on est capable de faire. Ça veut dire qu'il faut faire l'hypothèse qu'il y a deux masses différentes. Il y a les gaz chauds, mais il y a la matière conventionnelle, mais il y a une matière qui est différente. Donc, on comprend déjà qu'est-ce qu'on a besoin pour comprendre tout ça. Mais il y a encore beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. On a regardé encore plus loin. Voilà, ça c'est la première photo de radiation électromagnétique. C'est une photo très très importante que vous avez vue. Ce n'est pas une photo prise avec un télescope habituel. Ça c'est un télescope de micro-ondes. C'est le fond cosmologique des micro-ondes dans toutes les sphères célestes. Une photo 380 000 années après le Big Bang. Et on les connaît avec très précision parce qu'on connaît bien avec de la physique atomique et des particules qu'est-ce qui s'était passé. Quand l'univers s'est refroidi suffisamment, la température est descendue en dessous de 3000 Kelvin, dans l'univers on a pu former les premiers atomes. Impossible avant, dans l'univers plus chaud, mais il y a eu un moment très brusque dans lequel électrons, protons sont fusionnés dans les soupes primordiales. L'univers a passé d'un plasma avec des particules chargées, des protons, électrons, ça passait avec un gaz neutre, avec des atomes et des protons, des photons qui ne savaient pas où y aller. Ces photons sont toujours là après plus de 13 000 millions d'années. Et on peut les détecter et on peut les voir. Donc c'est une photo des plus importantes de l'univers. C'est un spectre de corps noirs à une température très 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 bas, de l'ordre de 3 Kelvin. C'est la température à laquelle on observe cette radiation parce que de la même façon que tout le reste de l'univers se refroidit. Voilà. Et Penzias et Wilson ont découvert cette radiation de micro-ondes. Et ça a été interprété comme une preuve du modèle de Big Bang. Le fait de trouver ces photons, ça veut dire qu'il y a eu un passé
plus chaud et ça colle très bien avec les lois de la physique. Mais on observait que ça venait de toutes les directions, très homogène, très isotrope, et ça ne collait pas bien avec les modèles, parce que dans notre univers, il y avait des galaxies, des amas galactiques, des matières regroupées de différentes façons. Donc pour que il fallait que ces structures doivent se former suffisamment tôt dans l'univers. Et ça ne collait pas très bien avec les formes cosmologiques des micro-ondes. Il manquait quelque chose. Là, on peut voir les variations de température dans les formes cosmologiques, et ça a été très difficile. Depuis 80, il a fallu aller aux années 90 pour observer les anisotropies. Des anisotropies très faibles, mesurées avec COBE, avec WMAP. Et la meilleure façon aujourd'hui, c'est avec Planck de l'ESA. Les derniers résultats publiés en 2018. C'est un instrument dessiné pour faire ça. Vraiment, les mesures sont incroyables. C'est difficile d'expliquer la représentation, mais tous les cosmologues qui font l'interprétation de ces données, chaque point, ce sont des mesures expérimentales, et c'est très parfaitement aligné avec les modèles théoriques. Donc cette photo de l'univers nous permet de faire une cosmologie de précision. Avec les données de l'univers qu'on a mesuré il y a plus de 13 000 millions d'années, un modèle cosmologique avec beaucoup de paramètres et basé dans la relativité générale d'Einstein et l'uniformité isotropique de l'univers comme point de départ, est capable d'expliquer ce qu'on voit actuellement avec une précision incroyable. Ça, on ne pouvait pas le faire il y a 40 ans, mais c'est quelque chose qu'on a avancé très rapidement à la fin du XXe siècle et pendant le XXIe siècle. Le fait que l'univers colle tellement bien avec l'univers, c'est pour ça que les hypothèses desquelles je vais parler tout à l'heure sont les préférées. Ça ne veut pas dire que c'est la dernière théorie, mais pour l'instant, la précision de comment ça colle la théorie avec la pratique, c'est impressionnant. Donc ça, c'est le modèle de l'univers auquel je vais expliquer, je vais parler. Donc, ce qu'on est en train de voir, c'est la photo quand l'univers était légèrement plus petit, mais après la période inflationnaire, qu'il est nécessaire pour pouvoir expliquer les caractéristiques de l'univers, toutes les régions qui étaient déjà à ce moment-là dans les formes cosmologiques de micro-ondes, la gravité a fait bouger, a groupé des matières dans une région ou l'autre. Et autour des milliards d'années, on a formé les structures qu'on voit dans l'actualité. Cette évolution de l'univers, on peut l'expliquer très bien avec la loi de la physique actuelle. Mais bon, pour l'instant, on est en train de regarder les plus grandes, les galaxies, les amas galactiques, même des choses qui sont encore plus loin, les fonds cosmologiques, à plus de 13 milliards d'années de distance. Mais on peut explorer l'univers d'une façon différente. Donc c'est à ce moment-là que la physique nucléaire et la physique des particules élémentaires rentrent. Donc on a besoin de travailler avec cette physique qui est vraiment différent. Avant ça, d'abord, on va parler de l'expansion de l'univers, la loi de Hubble, fin des années 20 du siècle passé. Mais c'est pas que les galaxies s'éloignent les uns des autres, c'est vraiment l'univers qui va plus loin. C'est un peu comme un ballon qui se gonfle dans cet espace-temps qui en continue grandissement. Donc c'est ça qui est inclus dans les modèles cosmologiques. Mais la loi de Hubble est révisée presque en continu. Hubble il a mis une ligne droite
parce qu'à ce moment-là, on a mesuré certaines distances, on n'a pas pu aller beaucoup plus loin. Dans la simulation, par exemple, c'est une supernovae de type 1A, très particulière et qui a permis de mesurer des distances beaucoup plus loin. C'est le témoin, la bougie, qui nous a permis de mesurer des distances beaucoup plus importantes. Et pendant tout le XXe siècle, on est allé plus loin à l'observation de ces supernovas. Et dans le diagramme de vitesse par rapport à la distance, on a vu certaines déviations de la loi de Abel, mais pas dans le sens espéré. Tout le monde espérait que la matière freinait l'expansion. On espérait une décélération, mais pourtant on observait une accélération de l'expansion de l'univers. Donc l'expansion de l'univers s'est accélérée. Et ça, on ne sait pas comment l'expliquer avec ce qu'on connaît actuellement dans notre monde quotidien. Pourquoi l'univers est en expansion accélérée? Ça nous met encore beaucoup plus de questions. Il y a toutes ces observations. On méritait un prix Nobel il y a quelques années. Parce que ce qui est inespéré, c'est encore beaucoup plus difficile à voir. Répondre à ces questions, c'est encore plus difficile. Alors si on est allé vraiment plus loin, mais on va revenir à nos particules élémentaires. On va aller à la photo de la dernière lumière, le fond cosmologique, mais on peut voir qu'il y a des photos encore plus anciennes. Voilà, ça c'est la composition de l'univers. 75% d'hydrogène, 24 hélium et moins de 1% d'éléments lourds. Ça, on le voit quand on voit l'univers. Et ça, on peut l'expliquer avec la physique dans les 3 premières minutes de l'univers, au modèle de Big Bang. Dans les 3 premières minutes de l'univers, on connaît quels sont les procès nucléaires produits pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé, comment, à partir des protons, neutrons, le deutérium, le l'ium 3, l'ium 4 et quelques autres nucléons. Même jusqu'à le lithium, le beryllium. Et en fonction de sa abondance de toutes ces espèces, on peut dire que la matière, on va dire normale, dans l'univers. Ça se connaît depuis la deuxième moitié du XXe siècle et ce sont des calculs assez précis de la physique nucléaire. Donc, ça c'est une photographie de l'univers quand il avait 3 minutes, pour savoir combien de photons il avait, combien de protons, beaucoup plus tôt que la formation des atomes. Ça, encore une fois, ça colle très bien avec les observations qu'on a. Mais là, il n'y a pas toutes ces matières qu'on ne détecte pas dans les amas galactiques. Donc ces matières qu'on ne peut pas voir, ça ne doit pas être des matières baryoniques. Ça doit être formé de choses complètement différentes. Donc, tout ça pour dire que nous avons une photo de l'univers très complexe. Il faut mettre toutes les variables des lois de la physique différentes. Et les modèles cosmologiques actuels qui s'appellent lambda cota mater, lambda c'est pour expliquer l'accélération, il faut mettre de l'énergie obscure ou constante cosmologique, c'est une autre façon de pouvoir l'expliquer. Mais il faut mettre aussi une matière différente qu'on appelait matière sombre, froide, parce que les propriétés, c'est que c'est une matière pas relativiste dans l'univers primitif. Et on arrive à expliquer assez bien tout l'univers dans les différentes périodes. Les fonds de microns, les supernovas, les amas galactiques. Il semble ajuster les paramètres du modèle d'une façon très précise pour ajuster ce modèle. C'est ça qui est surprenant pour nous. Cette concordance entre les données et notre modèle, ça nous invite à continuer à travailler avec ces modèles. Il y a toujours des petites discrépances, des petites différences. Par exemple, on ne prédit pas les numéros adéquats des petites galaxies autour de la Voie lactée. Mais bon, on est en train ces recherches se continuent pour voir où sont les défaillances des modèles. Voilà, si on connaît les défaillances, on pourra continuer après.
Mais ce qui est surprenant, c'est que 96% de l'univers qu'on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Donc on peut nous dire qu'un modèle c'est correct, mais il y a 96% de choses qu'on ne connaît pas. Donc c'est pas, il faut plusieurs choses. D'abord que 68,3% de l'univers soit matière sombre. On ne sait pas qu'est-ce que c'est, aide à freiner l'expansion de l'univers. Il y a le 26 de l'énergie sombre et le 26 de l'univers de la matière sombre. Et il n'y a que 5% de la matière qui est matière normale ou matière baryonique. Même si on connaît qu'une partie c'est obscur parce qu'on ne la voit pas. Mais bon, tout ça c'est un problème. Comment faire la recherche de la matière sombre et l'énergie sombre? Je vais parler surtout de la matière sombre parce que c'est le champ dans lequel je travaille. Depuis la physique, on est en train d'explorer aussi des différentes possibilités pour connaître l'énergie sombre. Mais voilà, c'est encore beaucoup plus difficile. Pour faire la recherche de quelque chose qui est là mais qu'on ne connaît pas, qu'est-ce qu'on doit faire pour trouver l'homme invisible? Pour l'instant, on sait quel est son poids. On connaît les empreintes sur les sables de la plage, mais on ne sait pas quelle est la hauteur, si c'est bon, si c'est... Donc, on va voir si certaines particules qu'on connaît peuvent nous expliquer qu'est-ce que c'est la matière sombre. On sait assez bien de quoi la matière est faite. Les quarks, protons et neutrons, les leptons, surtout l'électron. Parmi eux forment les atomes. Il y a des interactions fortes et faibles, électromagnétiques, etc. Avec très peu de constituants, on explique bien le monde, l'univers qui nous entoure. Et tout ce qu'on a trouvé dans les accélérateurs. Mais toutes ces particules ne nous aident pas à chercher la matière sombre. Donc il faut chercher quelque chose de complètement différent. C'est comme un alien de la physique des particules. Donc il faut construire des modèles de nouveaux modèles complètement différents. Donc pour commencer à faire des inventions, il faut suivre un système. Donc on va prendre des particules qui ont servi à s'expliquer d'autres choses et on verra s'il peut nous aider à expliquer la matière sombre. Parmi les candidats préférés de la physique des particules, il y en a deux, très différents, les actions et les WIMPs. C'est particules massives d'interaction faible. Je vais parler un peu de ces options. Les WIMPs, ils sont une masse, donc c'est bien, mais l'interaction est c'est presque nul. Des interactions très très faibles. On ne peut pas avoir des interactions électromagnétiques ou des interactions fortes. On ne les a pas vues pour l'instant, on ne les a pas vues non plus dans l'extérieur de l'univers, et on imagine qu'ils sont produits dans l'univers primitif, dans la soupe primordiale. Ces particules devaient faire partie de cette soupe. Et si on met des paramètres de signification, il pourrait avoir la densité nécessaire, sans forcer, dans l'univers actuel. Donc, sont des candidats très bien considérés parce qu'on peut les mettre dans les modèles et dans les quantités suffisantes sans avoir besoin de faire d'autres imaginations. Avec une masse avec une interaction très très faible, donc ce sont des bons candidats. En tenant compte qu'ils sont des interactions faibles avec des autres particules, et donc on peut les détecter. On peut voir ces interactions d'une particule de matière sombre avec de matière normale, et on met un détecteur et savoir quelle est l'énergie qu'ils vont mettre là. Donc
on est capable de détecter. Notre expérimentation va chercher ce type de particules, de WIMPs. Si la matière sombre n'a pas que d'interaction gravitationnelle, nos détecteurs ne sera pas capable de le voir. Nos détecteurs est capable de détecter des particules qui ont des interactions, mais s'il n'y a pas des interactions, on ne pourra pas les voir. Donc il y a d'autres expérimentations capables d'aller à la recherche des particules qui n'ont pas ce type d'interactions. Les actions sont complètement différentes. Ce sont des particules beaucoup plus légères, une masse très très faible, mais qui sont à côté des photons d'une façon très très particulière. L'action a un avantage qui nous donne des réponses à certaines interactions fortes. C'est un argument un peu compliqué de la physique des particules, mais voilà, il y a quelques questions qui seront répondues grâce à l'existence des actions. Pour chercher les actions, c'est un instrument différent. C'est un télescope des actions où quelqu'un de l'Université de Saragosse est en train de travailler. C'est un télescope qui sera installé au CERN et qui sera dirigé vers le Soleil. S'il y a des actions, viendront. C'est un aimant. Donc c'est un effort expérimental complémentaire où on pourra comprendre beaucoup plus de la physique des particules, mais aussi de l'univers. S'il y a des actions, ça va avoir des influences sur d'autres modèles, d'autres sujets cosmologiques. Donc les actions pourront nous donner des réponses à plusieurs questions. En dehors de la physique des particules, il y a d'autres candidats. J'imagine que vous avez entendu parler de la détection d'ondes gravitationnelles qui a mis en évidence que les trous noirs et les étoiles de neutrons sont matière obscure, entre guillemets, parce que ce sont des matières normales, mais on ne la voit pas, donc on peut dire que c'est matière obscure, entre guillemets. À l'époque, on considérait que c'était des candidats. Comme on ne savait pas combien il y en a, c'est difficile de les peser. Grâce aux observations des sons gravitationnels, il y a plusieurs trous noirs, mais aussi les trous noirs formés après la fusion, grâce à l'observation des sons gravitationnels. Mais le problème, c'est la nucléosynthèse primordiale. S'il faut tout expliquer avec ces données qu'on a, les trous noirs devaient être formés avant les 3 minutes, il n'y a pas suffisamment pour expliquer la matière de l'univers. Donc même si ce n'est pas une hypothèse viable, mais c'est une hypothèse qui n'est pas absolument abandonnée. Donc l'étudier, avoir une partie des masses de l'univers importante dans les trous noirs. Mais il y a d'autres hypothèses encore plus curieuses. Ça, c'est un article qui a été publié très gai. Parfois les physiciens ont un peu de l'humour. C'est un candidat de matière obscure, très facile de chercher des conclusions. Si on cherche les gens qui meurent avec un tir de calibre 22 sans une explication normale. Donc c'est quelque chose qui a des masses et que l'interaction est faible. Donc c'est un peu de l'humour, c'est un peu freaky, mais c'est la façon dans laquelle nous cherchons les particules. On cherche des particules dans nos détecteurs, des signaux que si on ne les détectait pas, notre particule, on devrait les voir. Donc c'est freaky, mais c'est une façon c'est une simulation de ce qu'on fait dans la réalité. Si on ne détectait pas, c'est un résultat qui est négatif, mais on considérait théoriquement que ça devrait exister, mais on ne le voit pas. Donc, on peut en déduire que ça n'existe pas. C'est curieux aussi, il y a aussi d'autres histoires. C'est un livre que je vous conseille beaucoup. C'est une physicienne des particules, Lisa Randall, qui a mis en rapport la matière obscure avec l'extinction des dinosaures. J'ai appris beaucoup de choses grâce à ces livres avec
des systèmes solaires grâce à différents objets qui peuvent aller vers l'intérieur à cause de ces stabilisations gravitatoires. Et il y a un modèle de matière obscure, pourquoi un météorite a pu tomber sur la Terre et terminer avec les dinosaures. C'est un peu anecdotique tout ça, mais c'est vrai que dans ces champs-là, on travaille sans savoir vraiment quelles sont les pistes. Il y en a plusieurs, mais les préciser, les faire plus concrètes, qu'est-ce que c'est la matière sombre, n'est pas vraiment facile. Il faut avoir vraiment décidé d'être très ouvert et observer toutes les particularités, toutes les possibilités. C'est pas du tout facile faire toutes ces expérimentations. Ce sont des particules qu'on ne connaît pas bien, qu'il y a de très faibles interactions. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour détecter ces particules de matière sombre? Il faut d'abord se cacher de tous les restes des particules pour éviter qu'ils nous trompent, pour éviter les bruits. Donc on ne peut pas voir beaucoup de particules normaux et il faut s'éloigner des bruits. Donc un premier pas, c'est s'éloigner de la radiation cosmique. La radiation cosmique qui est dans toute la surface la surface terrestre. Il y a une particule qui arrive vers l'atmosphère supérieure et il y a toute une cascade de nouvelles particules qui tombent vers la surface. Une cascade de rayons cosmiques, quelques kilomètres carrés, donc partout dans la surface. Toutes ces particules, on les voit avec nos détecteurs et nous met un bruit trop important, inassumible. Le premier pas pour faire une expérimentation, un expériment laboratoire pour chercher des particules bizarres comme la matière sombre, il faut s'éloigner de la matière de cosmique. Donc le laboratoire souterrain nous sert de parapluie pour arrêter quelques rayons cosmiques, mais pas la matière sombre, parce que ça va passer. Au laboratoire de Canfranc, on est en dessous de Tabazo, près des pistes de Candanchu, et il y a 800 mètres de rochers qui nous protègent de la radiation cosmique. C'est un laboratoire qui fonctionne en 1985, unique en Espagne et un de très peu qu'il y a dans le monde. Voilà les installations quand ils étaient vides. Maintenant, il y a des instruments venus de toutes les parties du monde qui font des observations vraiment très très différentes. On est à côté des tunnels de route et les tunnels de chemin de fer. Comme ça, on entrait quand j'avais fait ma thèse doctorale pour mettre les détecteurs. Maintenant, c'est pas si joli, mais à l'époque, il y avait des petits endroits où on pouvait les mettre. Maintenant, il y a un grand laboratoire entre les tunnels de la route et le chemin de fer, très près de la gare internationale de Canfranc. Il y a quelques laboratoires dans le monde. Canfranc est là, Gran Sasso est là-bas, en Italie, sous les Apennins et sous les Alpes, le laboratoire de Modane, à Fréjus. Il y a quelques laboratoires aux États-Unis et aussi à Nancy. Au Japon, par exemple, on a fait la photo qu'on a vue tout à l'heure des neutrinos. Maintenant, le laboratoire plus grand et plus profond du monde, c'est en Chine. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire en plus de ça? Il faut se protéger. Ça, on l'a dit, de toutes les autres particules. D'abord des rayonnements cosmiques, mais aussi des particules normaux, on va dire. Tout est radioactif. Donc le système solaire est formé il y a 4000 quelques millions d'années, après une explosion de supernovae où on a formé tous les éléments, stables et inestables. Tous ceux qui sont inestables ont disparu la plupart, mais il y en a d'autres qui ont une vie de 1000 millions d'années, l'uranium, le thorium, le potassium, les isotopes radioactifs qui sont dans la croûte terrestre ont l'origine comme ça. Donc il y a radioactivité environnementale partout. Donc il faut se protéger aussi de ces éléments radioactifs qui sont partout. Donc il faut utiliser des matériels adéquats pour arrêter
ces radiations. Donc, en fonction de la particule, par exemple les particules alpha, on peut les arrêter avec une feuille de papier. Pour les électrons, il faut quelques millimètres. Pour les photons, on a besoin de quelques centimètres de plomb. Pour arrêter les neutrons, on a besoin encore de mettre de l'eau, des matériaux légers. Donc les différentes particules, il y a des stratégies différentes pour les arrêter et protéger les détecteurs. Et c'est ça qu'on a fait à l'intérieur des laboratoires de Canfranc. On a mis nos détecteurs à l'intérieur de quelques couches qui vont arrêter les sources de radiation. Voilà, c'est un dessin de l'expériment dans lequel je travaille. Il y a des détecteurs enfermés dedans quelques couches de matériel, des plombs différents, il faut isoler aussi de l'air avec beaucoup de radon. Il faut se blinder de neutrons. Il faut aussi se blinder de muons, de quelques muons, parce que bon, la roche n'est pas le maximal. Il y a quelques muons qui arrivent au laboratoire. Donc ça, c'est une image de nos détecteurs qui ont été fabriqués aux États-Unis, mais dans la salle propre, on est en train de monter quelques détecteurs. Et tout ce qu'on travaille là en Anaïs, nous sommes de l'université de Saragosse. C'est une expérimentation de l'Aragon. Donc ça, voilà comment on a monté les différents détecteurs en mars 2017. On a mis 112 kilos de matériel qui nous intéresse, les iodures de sodium. Comment on a enfermé les différentes couches pour blinder toutes les particules nécessaires qui viennent de l'extérieur. Maintenant, on ne voit rien parce qu'on ne voit que les couches plus extérieures, les blindages pour les neutrons. Donc on est en train de prendre des données depuis 2017. Quelles sont les données? Quel est le fonctionnement de notre détecteur? Comment on cherche la matière sombre? On est par détection directe. Ça veut dire on est à l'intérieur de la Voie lactée, on est à l'intérieur de l'halo de matière sombre de la Voie lactée. En connaissant la vitesse de notre Soleil autour du centre de la Voie lactée, on connaît à peu près quelle est la masse qu'il doit avoir à côté. Donc on peut calculer quelle est la quantité de matière sombre qui doit passer, on fait des estimations pour savoir quelle est la quantité qui doit passer par notre détecteur. Il faut espérer qu'une matière passe, fait une interaction et laisse une petite quantité d'énergie. Donc, mais il faut travailler avec un matériel qui met en évidence cette petite quantité d'énergie. Le matériel, c'est les iodures de sodium qui émet de la lumière quand il y a une petite partie d'énergie. Donc après, on utilise des photomultiplicateurs pour observer ces lumières. Les autres particules vont laisser aussi de l'énergie, vont produire de la lumière. C'est pour ça qu'il faut se protéger au maximum des rayonnements extérieurs. Les principaux problèmes aujourd'hui, par contre, c'est notre propre détecteur. On arrête bien tout ce qui est à l'extérieur, mais même la radioactivité de notre détecteur, on ne peut pas l'arrêter. Donc, c'est vraiment difficile d'éviter ces bruits. On ne peut pas fabriquer un matériel propre en radioactivité, c'est vraiment très 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 compliqué. Les détecteurs sont très très sensibles, ils sont en train de fonctionner très très bien. Une partie de l'émission de lumière et les photomultiplicateurs qui vont nous envoyer un signal électrique visible. Et ça va nous donner à quel moment à passer une particule et à déposer une quantité d'énergie. Ce qu'on essaye d'observer, ce n'est pas tout simplement la matière sombre, sinon les vents des matières sombres. Qu'est-ce que c'est les vents des matières sombres? Là, il y a une représentation de notre galaxie, le système solaire, dans un bras à 8,5 mégaparsecs du centre galactique.
et le soleil qui tourne à quelques kilomètres par seconde, la Terre qui tourne autour du soleil. Donc en réalité, ce qui est en train de passer là-bas, c'est comme si on était sur une moto et on trouve les particules de matière sombre, dans notre cas c'est les WIMPs qu'on a parlé tout à l'heure, qui sont dans l'halo galactique et on les voit venir vers nous, mais par contre c'est nous qui vont vers ces matières. C'est comme les moustiques, c'est comme un nuage de moustiques qui vient vers nous. Dans ces cas-là, il semblerait que la Terre est stop par rapport au Soleil. Mais la Terre tourne aussi autour du Soleil, donc les vents des WIMPs doivent être saisonniers en fonction de la saison de l'année. Cet effet de modulation annuelle, c'est un signal caractéristique qu'on espère que les particules de matière obscure doivent avoir et pas d'autres particules qui vont interactionner. Donc c'est un effet qui nous permet de distinguer un signal de l'autre. Et il y a déjà une expérience qu'il a vue. En Italie, Dama Libra a pris des données depuis beaucoup d'années avec les iodures de sodium. Il s'observe ce phénomène, cette modulation annuelle dans son rythme de détection, avec toutes les caractéristiques qu'il devait avoir la matière sombre. Le problème, c'est que dans tous les restes d'expériences dans le monde, on n'a pas détecté ça. Donc les groupes de l'Italie se sont dit « Ah non, nous avons observé la matière sombre », mais la communauté scientifique met des questions et dit il faut quelque chose en plus, il y a quelque chose, mais pour l'instant, on n'a pas détecté ailleurs. Donc, c'est toujours une question ouverte dans le modèle de la détection des matières sombres. Pour l'instant, personne n'a trouvé des résultats comme ça. C'est ça que nous sommes en train... Nous on veut, dans notre expérience Anaïs, on veut utiliser les mêmes matériels que les Italiens. Donc, on va voir si avec les mêmes matériels, on va trouver les mêmes de la saison. Ça, c'est Big Bang Theory, une expérience que Leonard est en train de faire, reproduire une expérience qu'un laboratoire italien a fait avec des détecteurs des iodures de sodium. Donc, c'est marrant que justement l'expérience des Italiens est ce que nous sommes en train de reproduire en France. Ce qui est intéressant, c'est que sa maman lui dit « Mais alors, tu ne fais pas de la recherche originale, je vais lire l'article des Italiens et c'est tout. » Mais ça, c'est marrant, mais c'est vraiment comment fonctionne la science. Ça veut dire faire une expérience qui fait la répétition d'une autre n'a pas la même valeur, mais avoir l'esprit critique de réviser les résultats et savoir qu'ils sont reproductibles en science, c'est vraiment très très important. Voilà les premiers résultats qu'on a eus avec Anaïs au Canfranc. Pour l'instant, on ne voit pas la modulation, mais on observe aussi une dispersion assez importante. Ça, c'est les statistiques. On a la moitié des masses de l'expériment Dama Libra à l'Italie et dans le résumé de notre premier résultat, des résultats préliminaires, les résultats bleus sont de Dama Libra, les noirs sont les nôtres. Notre barre d'erreur est encore trop grande. Il faut mesurer quelques années pour réduire les barres d'erreur, mais pour l'instant, notre résultat n'est pas compatible avec Dama Libra. Quel sera le résultat final? On ne sait pas. Mais au moins, on aura un point de plus dans toutes ces recherches de matières sombres qui va nous aider à répondre à quelques questions peut-être et surtout à poser beaucoup plus de questions. Et pouvoir expliquer si la modulation de Dama Libra, ce n'est pas la matière sombre, qu'est-ce que c'est? Il faudrait qu'on imagine qu'il faut accumuler 2 mois et demi ou 300 des années en plus pour arriver à une dispersion similaire à ce que Dama Libre a, pour réduire notre barre d'erreur.
Et voilà, c'est l'expérience dans le monde avec plus de possibilités de faire quelque chose de similaire. Il y a aussi une autre expérimentation en Corée, mais avec beaucoup moins de masse. Même, attention, avec beaucoup plus d'argent, de financiation. Les résultats ont des répercussions internationales, bien sûr, même si nos erreurs sont encore trop importantes. Là, il y a quelques publications, quelques articles de nos expériences. Investigation et sciences, en Nature News, en El País, dans d'autres magazines plus spécialisés. Et voilà. C'est ça que je voulais vous dire. Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions, mais c'est le travail d'un groupe de beaucoup de gens, une douzaine de personnes de l'Université de Saragosse consacrées à cette expérience au laboratoire de Canfranc. S'il y a quelqu'un le jeudi à Saragosse, je vous invite à venir au congrès de Dark Matter Day. C'est une gincana surtout pour les enfants, mais les adultes, on peut s'amuser et apprendre des choses. Il y a aussi une observation astronomique dans laquelle quelqu'un de l'association astronomique de Huesca va nous aider. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour, je voudrais, en fonction de cette analogie de le détecteur à la moto et les winds qui arrivent. Mais pourquoi les winds ne vont pas à la vitesse comme notre système solaire? Bon, il y a... On croit que la distribution de la matière sombre dans les galaxies, ça a été fait avec des simulations complexes, avec des matières et des interactions, et on espère que les salauds de matière sombre ne soient pas exactement sphériques, plutôt ellipsoïdales, mais normalement ils n'auront pas collapsé pour former un disque. Ça se produit avec la matière normale. Comme la matière sombre a des interactions très très faibles, on n'espère pas que ça va suivre le même modèle que la matière baryonique conventionnelle. Donc tous les modèles sont basés sur des différents modèles. Par exemple, pour expliquer les dinosaures, il faut une matière sombre qui forme un disque plus dense que l'actuel. Donc il y a des modèles dans lesquels il y a des distributions en fonction des interactions non gravitationnelles des matières sombres. Mais bon, on ne l'a pas vu, c'est vraiment très difficile, très compliqué de faire de mettre et de dire quels sont les modèles plus utiles, plus simples. Compliqué trop. Quand il n'y a pas beaucoup d'informations, c'est pas très judicieux. Donc, s'il y avait ce type de formation, la modulation, ça serait différent. Et on peut voir aussi faire des hypothèses sur la loi galactique. Mais on sait très peu. On est très ignorant de la matière sombre. Gaïa va nous aider. Le satellite Gaïa va nous aider parce que le fait de connaître parfaitement l'interaction gravitationnelle des étoiles de disques, ça va nous aider à savoir la distribution des matières sombres. Mais bon, pour l'instant, il y a des données très très locales pour expliquer la courbe de rotation de la galaxie. Merci pour l'exposé. Je comprends que votre modèle part que la matière sombre doit avoir interaction faible. Oui, notre modèle sert si la matière sombre a de l'interaction faible. Mais l'action, par exemple, si c'est une interaction électromagnétique très particulière, c'est difficile de la détecter et avec notre expérience, on ne peut pas la détecter. La seule qu'on sait sûre, c'est l'interaction gravitatoire.
en tenant compte les rapports entre matière sombre et matière normale. S'il y aurait une interaction faible, ne serait pas plus facile de le détecter. Et ce qui a été trouvé en Dama Libre, ce n'est pas une erreur dans les modèles ou dans les systèmes. Oui, pendant 20 années, on a dit que Dama Libre, c'est des erreurs dans les modèles, mais les théories ne sont pas concluantes encore. Si on le détecte pas, encore une fois, ça sera systématique, mais on ne les a pas trouvés non plus. Donc, quand on les trouve, on dit, c'était normal, c'était logique, mais jusqu'au moment qu'on n'a pas détecté. Donc, pour l'instant, la collaboration internationale n'a pas encore de données. Donc, il faut encore continuer la recherche. Nous, on voudrait qu'à la fin de notre expérience, les données soient d'accès libre et que n'importe qui peut les étudier, les analyser. C'est un sujet important. Pour qui on fait la science? La science, c'est à nous, les scientifiques, ou c'est pour tout le monde? La NASA, je considère qu'on le fait très bien. Il y a beaucoup de programmes ouverts. Dama Libre, c'est à l'INFM, l'Institut national de la physique en Italie. Ma question, c'est un peu éloigné, mais j'ai lu quelque chose sur Internet plusieurs fois, avec beaucoup de candidats d'être un fake. Je voudrais, voilà. On parlait qu'il y a un groupe, une entreprise américaine en collaboration avec des Allemands, qui ont créé un panel solaire, mais au lieu de fonctionner avec de l'énergie solaire, avec de la lumière, qui fonctionne avec neutrinos. Il parlait d'une production très très faible, mais qu'on aurait de l'énergie gratuite avec beaucoup de facilité. Et à la fin de l'article, je sais déjà que les neutrinos sont capables de traverser les plombs, même si c'est même des années-lumière de plomb. Mais sinon, ce qu'on veut dans l'article suit à continuer avec de la matière obscure, matière sombre, faire quelque chose. Ça, c'est quelque chose, il y a une propagande un peu. Je l'ai vu, mais par différentes sources. Et j'imagine que c'est une entreprise qui va vendre. Bien sûr, s'ils vendent des actions, il peut dire n'importe quoi. Aujourd'hui, avec la probabilité d'interaction de tout ça, je ne vois pas une application pratique et intéressante. À futur, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Quand on faisait les expérimentations avec l'électricité, on ne savait pas vraiment à quoi elle allait servir. Ils ont joué jusqu'à quelqu'un qui a trouvé des applications. Aujourd'hui, c'est très très loin. La matière sombre, c'est énormément loin parce qu'on ne le sait pas, donc penser à l'application. Avec les neutrinos, on peut savoir un peu plus comment ça marche, mais les probabilités d'interaction pour n'importe quelle chose qu'on fabrique dans la Terre. On sait que les neutrinos ont une masse, mais on ne sait pas encore exactement quelle est la masse. On est en train d'être recherché la vraie masse des neutrinos. S'il y a quelqu'un bon, c'est vraiment un fake, c'est pas scientifique. Ma question, c'est peut-être une bêtise. Non, il n'y a pas de question bête. On disait que la matière sombre pouvait l'avoir, mais on était en train d'imaginer un univers en différentes dimensions et d'interactions.
Donc nous sommes habitués au point, la ligne, les plans, mais j'ai entendu parler que nous sommes des êtres à 2 dimensions, mais un peu plus. Et je pose la question, peut-être c'est tout simplement une blague, mais peut-être c'est parti des dimensions différentes. C'est peut-être la matière sombre, une forme de mauvaise vision de notre univers. Et ce qui arrive avec les galaxies, c'est une mauvaise vision pour être condamné à deux dimensions. Bon, je ne sais pas comment c'était ces dimensions. Mais en fait, une de ces explorations pour expliquer le fonctionnement de l'univers, c'est aller à d'univers de plus dimensions. J'ai entendu toujours à trouver des explications d'univers multidimensionnels, pas 3 dimensions. En réalité, voilà, dans les théories des cordes, toutes ces multiples dimensions, 11 dimensions sont toujours là, mais toutes ces dimensions peuvent avoir de la masse. Donc la masse qu'on ne voit pas, la théorie des cordes, et les dimensions extra en général, nous donnent des options viables à expliquer ça. Mais la seule question, il ne colle pas très bien dans les cadres standards de reste des choses. La recherche est complexe, il y a des gens qui travaillent là-dessus. Et voilà, c'est une voie de progrès, de recherche pour expliquer la matière qu'on ne se voit pas. Mais de la même façon, il y a d'autres théories plus compliquées. Au fur et à mesure que la théorie c'est compliqué, on peut considérer que c'est moins plausible. On l'écarte pas. Pourquoi pas avoir un autre univers obscur avec des atomes de notre matière avec lesquels il n'y a pas d'interaction? Il y a des théories de mondes miroirs qui étaient à côté, invisibles les uns par les autres, mais on ne voyait que la gravitation. Mais donc tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de théories dans des lignes différentes, fiction peut-être, mais qui sont dans la recherche de la physique théorique, de la physique des particules. Dimensions extra, qui sont recherchées dans les expérimentations d'haute énergie, dans les collisionnaires, LHC. On travaille là-dessus, mais on est encore loin de trouver un modèle qui marche si bien que le modèle actuel, soit dans les physiques des particules comme dans les modèles de l'univers. Ça colle très très bien. Sauf que le 86% de la matière, on ne sait pas. Ça c'est curieux, c'est vrai, mais du point de vue de la physique des particules, ça fait longtemps qu'on cherche une théorie différente. Pour les physiciens des particules, ça nous met pas en situation inconfortable. Ces visions dans le domaine des chercheurs, c'est pas inconfortable. Dans d'autres domaines, c'est surprenant de dire que quelque chose fonctionne bien quand il y a 96% des choses qu'on ne comprend pas. Mais voilà. Je n'entends pas quelle est la question. Une question, merci pour votre prestation. Les observations à Canfranc, les quantités d'énergie qui sont détectées dans l'expérimentation, c'est suffisant pour montrer que vous êtes en train de voir vraiment quel est le degré de... Je veux dire, si le niveau d'énergie est suffisant pour dire que les résultats sont concluants, sont corrects. Ça dépend des candidats qu'on fait des études. Quelques particules ne feraient pas ces quantités d'énergie. Nous, c'est qu'on a besoin d'une certaine quantité d'énergie de notre détecteur, la sensibilité. Donc, on a besoin de particules qui laissent de l'énergie dans un range d'un kiloélectronvolt vers le haut.
Donc il faut que les particules laissent au moins 1 kV, 1000 électronvolts. 1000 en fois 6, plusieurs joules. C'est très peu d'énergie pour une particule, mais c'est déjà une particule qui a une énergie qui est raisonnable. Ce qui peut laisser cette énergie, on peut dire quelque chose. Les particules qui ne laisseront pas cette énergie, on ne pourra rien dire. On a fait aussi la supposition d'un modèle d'interaction. Si la particule n'a pas une masse adéquate et une interaction comme ça, on ne pourra pas la détecter. Donc, toutes les expérimentations ont une sensibilité déterminée et quand on fait le dessin de l'expérimentation, il faut préparer et faire la supposition. Donc une particule de masse beaucoup plus petite ne laissera pas un électronvolt, donc on ne pourra pas la détecter. Mais si la matière sombre est légère, plus légère qu'imaginée, notre expérience ne va pas la détecter non plus. S'il n'y a pas plus de questions, la dernière. On va imaginer que le résultat de Dhamma Libra n'est pas confirmé. Quelle serait l'expectative de ce type d'expérience? Quel est le climat de motivation des différents pays de faire de nouvelles expériences comme ça? Je crois qu'on est très proche de réfuter ou confirmer quelque chose de très important du XXe siècle. Mais il semblerait que les sources de financement ne sont pas très motivées. D'un autre côté, si on confirmait les résultats de Dhamma Libra, quelles seraient les implications à confirmer d'une autre façon les candidats de matière sombre, qui met en évidence ces résultats? C'est pas facile. Les soucis que le problème de Dhamma Libra a continué pendant 20 ans, c'est parce que les Américains n'ont pas voulu mettre de l'argent. S'il avait mis de l'argent en 5 années, on l'aurait fait. C'est pas une expérience trop chère. Et donc la confirmation, ça serait très relevant dans les champs de recherche, parce que si on voit vraiment la modulation dans des expériences différentes avec des systématiques qui sont différentes, probablement il faudrait faire une expérience dans l'hémisphère sud pour vraiment être sûr de tout ça, surtout pour éviter des gens qui disent que c'est tout simplement la différence de salaire entre l'État, entre l'hiver et l'été. Et ça, on ne l'a pas fait tout simplement parce que pour l'instant, il n'y a pas de laboratoire souterrain à l'hémisphère sud. Mais bon, si on peut confirmer, il faudrait aller dans un laboratoire souterrain à l'hémisphère sud pour le refaire une 3e fois. Parce que ce n'est pas un résultat dans le monde physique des particules qui colle bien et dans d'autres expériences qui sont plus sensibles. Donc si on arrive à les confirmer, il faut savoir pourquoi les autres expériences ne les voient pas. Donc il faut appeler à l'imagination, à la créativité pour savoir quel autre candidat des WIMPs nous avons besoin pour le faire, pour aller à la recherche des modèles de particules. Si Dhamma Libra n'est pas confirmé, il y aura peut-être un problème statistique, parce que Dhamma Libra est arrivé à 12 sigma depuis 20 ans. Je ne sais pas très bien qu'est-ce que ça pourra arriver. Si après 300 que notre sigma sera augmenté, on ne sait pas vraiment si le financement sera toujours là ou pas. Donc on voudrait aussi que les données soient publiques de façon que d'autres équipes puissent travailler
et peut-être trouver d'autres résultats que nous, on est capable de voir. Nous, pour l'instant, on a de l'argent jusqu'à décembre de cette année. On voudrait mesurer les 5 années totales qui étaient le projet initial, mais en fonction de ces résultats, on verra si on arrête l'expérience ou si on peut continuer, ou s'il faut continuer. La communauté internationale, en Corée, ils vont faire un détecteur plus grand, plus de masse, pendant plus de temps. L'intérêt de la communauté internationale, ça dépend si la signal modulé est confirmé. Vraiment, ça serait intéressant d'aller à des masses, d'aller à masse plus grande et mesurer et améliorer l'expérience. Sinon, on abandonnera et on pourra continuer la recherche de la matière sombre avec d'autres techniques. On va faire un petit repos, un petit café dans la salle en bas. Merci à Maria Luisa. Et on va lui donner les météorites qui ne sont pas des matières sombres, ils sont des chocolats. Un café et on continue.